Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous avons commencé nos travaux le 11 mars dernier en recevant Monsieur Olivier Klein, l'ancien ministre chargé de la Ville et du Logement, et après avoir réalisé pas moins de 17 auditions plénières, complétées par de nombreuses auditions de la rapporteure, c'est tout naturellement que, afin de faire un tour d'horizon à l'approche de la fin de nos travaux, nous recevons aujourd'hui l'actuel ministre chargé du Logement, M. Guillaume Kasbarian, à qui je souhaite la bienvenue. Monsieur le ministre, vous connaissez très bien les lieux. Vous êtes venu ici il y a 2 semaines nous présenter le projet de loi relatif au développement de l'offre de logement abordable. Ce jour-là, j'ai échangé avec vous en tant que rapporteur avec Sophie Primas. Aujourd'hui, ce sera en tant que présidente de la commission d'enquête sur la paupérisation des copropriétés immobilières que je préside et dont Marianne Margaté est la rapporteure. Le cadre juridique est différent, mais ce qui relie un grand nombre des travaux qui nous occupent ce printemps, c'est la question du coût excessif du logement pour nombre de nos concitoyens. C'est justement ce qui ressort de l'intitulé même de notre commission d'enquête qui met l'accent sur les difficultés financières des copropriétaires et pas seulement sur la fragilité ou les difficultés rencontrées par les copropriétés, pour reprendre des termes souvent utilisés. Un autre angle d'approche sur lequel notre commission d'enquête met tout particulièrement l'accent et sur lequel nous espérons que vous pourrez nous apporter des éléments, Monsieur le ministre, c'est celui des petites copropriétés. Quelles sont les difficultés particulières à ces structures? Quand et avec quels moyens la puissance publique doit-elle intervenir pour prévenir leurs difficultés ou les aider à en sortir? Mais en premier lieu, comment mieux les connaître? Car les grandes copropriétés sont bien connues des pouvoirs publics. Elles sont désormais inscrites au registre national, le registre national d'immatriculation des copropriétés. Mais ce n'est pas le cas de nombreuses copropriétés de petite taille qui n'ont parfois même pas de syndic, ni professionnel, ni bénévole. Concernant les grandes copropriétés, vous aurez à cœur, je suppose, de revenir sur la mise en œuvre du plan initiative copropriété. Nous avons visité avec une délégation de sénateurs Grigny 2, avec Philippe Rio il y a peu, et on mesure l'ampleur du chantier, ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Je pense qu'il serait également intéressant que vous fassiez un retour sur la loi du 9 avril visant à l'accélération, à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé, dont j'ai aussi été rapporteur. Où en est l'application de cette loi concernant les points relatifs à la copropriété? Je pense en particulier aux prêts collectifs pour les copropriétaires, dont nous avons eu des échos variables au cours de nos auditions. Enfin, parmi vos attributions figurent notamment les politiques relatives à l'efficacité énergétique de l'habitat. Pouvez-vous faire un point sur la mise en œuvre en 2024 de ma prime rénov dans les copropriétés? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous laisse la parole. Je salue, bien sûr, je l'ai dit en préambule, la présence de nos collègues également, Monsieur Lawedge, Monsieur Buy et Monsieur Burgoa, qui, après Madame la rapporteure, auront la possibilité de vous questionner également. Vous avez la parole. Merci encore. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Amélie Gaquer, Madame la rapporteure, chère Marianne Margaté, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, depuis 2017, le gouvernement a fait de la question des copropriétés une question centrale de la politique du logement, à la fois pour lutter contre leur dégradation et pour intervenir le plus en amont possible. Ce sera l'objet de ce propos introductif avant de répondre bien évidemment à toutes vos questions pour éclairer au mieux vos travaux
étant entendu que je suis en fonction depuis près de 100 jours, plus de 100 jours, et que sur ce sujet, je m'inscris dans la pleine continuité de mes prédécesseurs, que vous avez reçus pour certains, et dont vous savez la mobilisation sur ce sujet majeur. Depuis 2017, comme je vous le disais, nous sommes à l'œuvre pour nous attaquer collectivement à ces difficultés. Cette problématique de la dégradation et de la paupérisation, elle est très importante. Même s'il n'existe pas de définition juridique au vu de la diversité des situations, les indices statistiques dont nous disposons montrent que les copropriétés en difficulté représentent de l'ordre de 17% du parc immatriculé, soit près d'un cinquième du parc actuel. Il s'agit donc d'un gisement de logements à ne pas occulter pour répondre à la crise du logement et augmenter l'offre sur le marché. D'autant plus que ces logements se dégradent. Nous recensons 10 000 copropriétés en très grande difficulté qui sont suivies dans le cadre des différents dispositifs de prévention et de redressement qui existent d'ores et déjà. À ce chiffre, il faut ajouter quelques 100 000 copropriétés fragiles. Et au total, ce sont près de 1,5 million de logements qui sont aujourd'hui à surveiller et qui nécessiteront, à court ou moyen terme, une intervention de la puissance publique. Dès 2018, Julien de Normandie a lancé le plan initiative copropriété, que vous avez cité, Madame la Présidente, pour s'attaquer au cas des grandes copropriétés en difficulté. L'État abonde ce plan de 2 milliards d'euros sur 10 ans pour apporter une réponse au cas des copropriétés les plus dégradées, tout en s'adaptant finement aux différentes réalités territoriales, en lien toujours avec les élus du territoire. Ce plan, je tiens à le rappeler, est la première stratégie nationale d'ampleur qui cible les situations les plus graves et apporte des solutions de prévention et d'accompagnement aux copropriétés fragiles. Ce plan constitue, je crois, un exemple à suivre en matière de politique opérationnelle territorialisée et concertée avec les élus. Notre objectif a toujours été et continue d'être d'offrir aux collectivités locales, aux décideurs locaux que vous êtes, une gamme d'outils pour répondre aux difficultés qui leur sont propres et pour mieux vous accompagner dans les projets pour redynamiser, rénover et revitaliser nos territoires en agissant particulièrement sur la dégradation de l'habitat, une problématique qui, comme je le disais, touche un nombre croissant de copropriétés et de logements et de territoires. Après 5 ans, à l'heure d'un premier bilan, on peut dire que ce plan a permis de lancer de nombreux projets pour résoudre cette question majeure et complexe du traitement des copropriétés en difficulté. Dans le même temps, nous avons également lancé le programme Action Cœur de Ville, que vous connaissez bien et qui se poursuit et s'étend encore aujourd'hui pour résorber l'habitat dégradé en centre-ville. Emmanuel Wargon a mené à bien le travail commencé dans la loi Elan, en réformant et en simplifiant, avec le député Guillaume Vuittet, co-rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, les régimes de police de l'habitat indigne. Les ministres Olivier Klein, que vous avez auditionné, et Patrice Vergrit ont lancé de nouvelles opérations de requalification des copropriétés dégradées, les ORCOD, et ont travaillé sans relâche pour préparer la loi que vous avez votée et sur laquelle je reviendrai, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, tout à l'heure. Je souhaite les en remercier et m'inscrire dans la continuité de leur action sur cette thématique. Résoudre la crise du logement et s'attaquer à l'habitat indigne, c'est un travail de terrain qui doit se faire avec les élus et les collectivités que vous représentez, mesdames, messieurs les sénateurs, tout particulièrement. C'est dans cette optique qu'Olivier Klein a confié une mission à 2 maires issus d'horizons différents, Mathieu Hanotin, maire socialiste de Saint-Denis, et Michel Lutz, maire Les Républicains de Mulhouse, où j'ai d'ailleurs eu l'occasion de me rendre en mars, au cours d'un déplacement très riche qui a montré la pertinence des outils mis en place par la nouvelle loi. Leurs travaux très importants ont permis à mon prédécesseur, Patrice Vergrit, d'élaborer le texte que je vous ai présenté et qui permet désormais d'offrir une 60aine d'outils à l'ensemble des collectivités territoriales, services de l'État et tous les acteurs impliqués sur le sujet. Cette loi, qui a été largement saluée pour les mesures utiles d'accélération et de simplification qu'elle contient, doit permettre à l'avenir aux collectivités, aux opérateurs et à l'État de traiter plus rapidement et avec plus agilité les situations de dégradation financière et bâtie qui caractérisent notre parc d'habitat et qui se répercutent sur la vie de nos concitoyens. Elle va permettre de mieux anticiper les situations de dégradation qui mettent plusieurs années à s'installer et peuvent donc faire l'objet d'un traitement plus en amont. Pour cela, il est indispensable d'avoir une vision prospective pour mieux prévenir l'émergence de dynamiques de fragilisation et à intervenir davantage en amont grâce au professionnalisme et à la mobilisation de tous les acteurs concernés. Dans cette optique, la loi crée notamment une nouvelle procédure d'expropriation qui permettra d'intervenir en amont des cycles de dégradation. En effet, cette faculté qui est à la main des collectivités et de l'État concernera les immeubles qui sont frappés par un arrêté de police, mais qui ne sont pas encore pour autant dans une situation de dégradation irrémédiable. Cette possibilité sera décisive pour anticiper l'intervention des pouvoirs publics en temps utile.
Autre point que vous avez évoqué, Madame la Présidente, c'est un article qui était particulièrement attendu et qui permettra aux syndicats de copropriété d'assurer le financement des travaux au moyen d'un emprunt collectif. Je tiens à le souligner, c'est une innovation majeure qui a d'ailleurs soulevé beaucoup de questions avec les banques et avec les professionnels, questions qui vont certainement se poursuivre dans les semaines à venir. En effet, c'est un outil de simplification massive pour surmonter les blocages et les difficultés inhérentes aux travaux dans les copropriétés. Il fera gagner plusieurs mois d'examen de dossiers individuels au profit d'une approche collective et globale. Au fond, ce prêt peut être, je le crois, l'innovation financière qui manque pour massifier la transition écologique dans chaque micro-démocratie qui est une copropriété. Mais bien sûr, ça ne peut pas se faire de manière irresponsable en endettant les copropriétés déjà fragiles. C'est pour cela que nous avons créé un fonds de garantie pour ces prêts, aux modalités d'ailleurs précisées à la suite de votre mobilisation, Madame la Présidente, quand vous étiez rapporteur de ce texte. D'autres articles dont la portée concrète et opérationnelle a été largement reconnue et renforcée permettront de mieux mobiliser les opérations de restauration immobilière, les ORI, de déployer les concessions d'aménagement pour le traitement de l'habitat dégradé ou encore de mobiliser le droit de préemption urbain dans ce même cadre. Il s'agit là d'autant de mesures souhaitées et attendues par les élus et les opérateurs, tels que les établissements publics fonciers d'Île-de-France ou la société de requalification des quartiers anciens, dont l'expérience et l'expertise dans ce domaine n'est plus à démontrer. Toujours dans une visée préventive, les mécanismes de gestion des copropriétés seront modifiés afin d'anticiper et d'accélérer le repérage des dynamiques de dégradation. Ainsi, la procédure d'alerte enclenchée lorsqu'un seuil d'impayé est atteint au sein d'une copropriété débouchera plus rapidement sur la nomination d'un mandataire ad hoc. Je voudrais également insister sur la mise en place dans la loi d'un diagnostic de structure dans l'ancien, dans des périmètres qui seront définis par les élus, qui sera une des clés créées par la loi pour permettre aux maires de faire face, par la prévention et la connaissance du parc, aux dynamiques de dégradation. Il est également nécessaire de poursuivre la lutte que nous avons engagée dès 2017 contre les marchands de sommeil et de renforcer leurs sanctions à leur égard. Ces marchands de sommeil pour qui la dégradation de l'habitat peut constituer l'occasion d'une rente considérable et qui tirent profit de la dégradation des bâtiments en les louant à des personnes vulnérables qui ont besoin d'un toit, ne doivent plus pouvoir s'enrichir sur la misère d'autrui. À l'initiative du député Lionel Royer-Perrot, qui a été co-rapporteur du texte, élu d'un territoire très marqué par ce phénomène, l'Assemblée nationale a ajouté des dispositions importantes en la matière, et je veux remercier ici les sénateurs d'avoir largement repris et enrichi encore ces mesures qui sont cruciales pour notre dignité collective. En deuxième lieu, la loi permettra de traiter plus rapidement les dégradations les plus marquées avant qu'elles n'aboutissent à des situations d'indignité insupportables et irrémédiables. Et nous devons au maximum éviter d'arriver à la situation dans laquelle démolir et reconstruire est plus intéressant financièrement que rénover et réparer. Pour cela, nous souhaitons accélérer l'ensemble des procédures de recyclage et de transformation des copropriétés qui prennent aujourd'hui trop longtemps. Car aujourd'hui, tous les acteurs en conviennent, les délais des opérations de réhabilitation sont beaucoup trop importants et il faut parfois jusqu'à 15 ou 20 ans pour mener à bien un projet, ce qui provoque l'incompréhension des habitants et des élus et leur lassitude et même la souffrance des propriétaires et des occupants qui se retrouvent dans des situations provisoires pour des durées indéterminées en réalité. Plusieurs mesures de ce texte permettront d'accélérer de façon décisive ces opérations de transformation. C'était la volonté du président de la République, qui l'avait dit très clairement lors de son déplacement à Marseille à la fin du mois de juin dernier. Et un article autorise la scission des grandes copropriétés en plusieurs syndicats de taille plus gérable, ce qui renforcera la capacité des acteurs à mener des projets à la bonne échelle, notamment quand un seul bâtiment au sein d'une copropriété qui en compte plusieurs est atteint de dégradation. Le déroulement des opérations de traitement de la dégradation sera fluidifié par une meilleure capacité de répondre aux besoins de relogement inévitables qui en découlent. Ainsi, le maire pourra autoriser l'implantation sans permis de construire de logements temporaires pour reloger les personnes délogées par les chantiers. Le maire pourra aussi faire réaliser aux frais du propriétaire la remise en état de biens lorsque les travaux ont été menés de façon irrégulière. Et enfin, 2 articles permettront d'accélérer et de sécuriser les expropriations menées dans le cadre de la législation Vivien qui est engagée lorsque des bâtiments sont atteints d'une dégradation irrémédiable. Alors, depuis la promulgation de la loi, le 9 avril, nous avons continué à avancer, c'était le sens de certaines de vos questions, Madame la Présidente, sans attendre mon administration à lancer les travaux pour prendre les actes réglementaires nécessaires à la bonne application de la loi.
Certains de ces textes seront particulièrement importants. Je pense notamment au décret qui permettra d'opérationnaliser le prêt collectif à adhésion obligatoire auquel pourront prétendre les copropriétés, au décret qui permettra de finaliser la création de syndics d'intérêt collectif, appui précieux pour les collectivités, au décret qui précisera les données que doit contenir le registre national d'immatriculation des copropriétés, base de données centrale pour aider le repérage et la prévention, au décret qui permettra aux élus de définir des secteurs dans lesquels, pour les bâtiments de plus de 15 ans, un diagnostic de structure pourra être obligatoire, et aux modifications des arrêtés de mise en sécurité ou d'insalubrité pour tenir compte des évolutions introduites par la loi. Voilà donc les 5 textes sur lesquels nous travaillons. Nous assurons également le suivi de l'impact de la loi sur les condamnations des marchands de sommeil et des procédures judiciaires. Je rappelle ici qu'en 2022, 153 requêtes relatives à l'insalubrité ont été déposées devant le juge administratif, soit une hausse de 29% par rapport à 2021. Concernant le péril, une moyenne de 100 à 150 jugements par an est observée, avec des condamnations pénales qui progressent, comme l'a constaté le rapport de Mme Lutz et de M. Hanotin. Par ailleurs, j'ai réuni le 26 avril dernier les élus mobilisés et les acteurs du plan initiative copropriété. 14 mois donc après la dernière réunion de ce comité, pour partager sur ces chantiers sous l'égide de l'une des agences de mon administration, l'ANA, qui pilote depuis plusieurs années ce plan avec professionnalisme et engagement. Je vous citerai quelques-uns de ces chantiers sans exhaustivité et nous pourrons bien sûr y revenir à travers vos questions. D'abord, amplifier le traitement des copropriétés fragiles en intégrant une aide à la hauteur des enjeux sur la précarité énergétique, en capitalisant sur MaPrimeRénov' copropriété. Une aide spécifique pour les petites copropriétés a été mise en place depuis le conseil d'administration de décembre 2023. Ces petites copropriétés que vous citiez tout à l'heure, Madame la Présidente. Deuxième axe, renforcer la prévention sur le parc de copropriétés pour éviter leur fragilisation via une remontée des données plus performantes. Troisième axe, créer une boîte à outils pour l'ingénierie financière des copropriétés. Et quatrième axe, accompagner la mise en place des outils coercitifs à destination des collectivités que la loi va permettre de donner. Voilà les axes que nous avons donc évoqués lors de ce dernier COPIL du plan initiative copropriété le 26 avril dernier. Et bien sûr, nous sommes mobilisés pour les mettre en œuvre sur le terrain. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs, la lutte contre la paupérisation et la dégradation des copropriétés est un sujet qui mobilise pleinement l'énergie du gouvernement. Aucun gouvernement n'aura davantage structuré une démarche sur ce sujet et pris la mesure de cette thématique. Et cette mobilisation porte ses fruits, enrichit les outils, mobilise les acteurs, structure les démarches de prévention et de traitement. Elle est essentielle pour la sécurité des Français et pour la mise à disposition d'une offre de logement de qualité pour répondre aux besoins, ainsi que je m'y emploie depuis mon arrivée, et ainsi je continuerai à le faire avec vous. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je donne la parole maintenant à Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voulais peut-être commencer par donner deux chiffres sur la question de la paupérisation des copropriétés, deux rapports tout à fait officiels. Là, 65% des ménages pauvres sont logés dans le parc privé, un tiers des propriétaires occupants sont considérés comme modestes ou très modestes, et les copros de moins de 10 logements représentent les 3/4 des copropriétés en difficulté. Je pense qu'au fur et à mesure, en tout cas, de ces auditions, on a pris quand même la mesure du phénomène d'une paupérisation des copropriétés, et particulièrement des petites, et on y est très attaché avec Madame la Présidente, et pour rajouter un particulièrement sur les petites villes ou les villes moyennes qui sont souvent hors des radars. Et ce phénomène, il y a eu des propos assez forts tenus par les différentes personnes auditionnées, le mur de la dette, la bombe sociale, cet angle mort, le côté invisible qu'il faut rendre visible. Et on vient d'avoir, je sors d'une audition avec rapporteur avec l'Association des maires ruraux et la PVF, aussi sur le sentiment, très clair de leur part, d'être démunis pour agir sur la paupérisation des copropriétés dont ils voient une dégradation. Et donc je pense qu'on a un phénomène qui est qui reste assez peu connu ou assez mal connu, je dirais, et qui va, à mon sens,
vers une dégradation, un peu un cercle de dégradation qu'il est compliqué d'enrayer, puisque c'est, tout le monde le dit, une structure complexe, la copropriété, à la fois assez utopique dans ce droit individuel et en même temps un droit collectif à partager, donc des questions de gouvernance qui sont extrêmement difficiles à manier, surtout dans un contexte, je dirais, de crise du logement, de crise de l'hébergement, où certains nous ont auditionnés, nous ont fait valoir que cela devient un parc de relégation et qu'un petit à petit, ce cycle de dégradation amène à voilà, un appauvrissement de tout le monde et à l'arrivée des marchands de sommeil qui tirent largement profit d'une situation très critique. Et pour aller poursuivre dans mon propos, donc c'est un peu voilà ce que moi je retire comme enseignement, en tout cas sur la gravité de ce phénomène et son côté assez massif. Et je pense que d'ailleurs, vous pourrez, les mesures qui sont prises, alors là c'est pour demain, mais qu'on soit évidemment attentif à ce que demain les ventes HLM, à ce que demain, enfin à ce que les ventes, les VFA qui ont eu lieu, les divisions de pavillons, l'effet densification avec des surélévations, en fait un avenir de la copropriété quand même qui des copropriétés sont amenées à se développer et dans des montages parfois voilà qui est favorisé par différents textes ou les bureaux en logement. Enfin bon, on a différents phénomènes, différentes dispositions législatives et qui vont permettre un développement de la copropriété. Et je pense que notre intérêt commun, évidemment, c'est que ça ne crée pas de mal logement et ne vienne pas aggraver une situation où déjà l'ANA essaye, via les dispositifs que vous avez présentés, d'agir. Et d'agir pas simplement en redressement-recyclage, mais essaye d'agir en amont pour prévenir, mieux détecter et mieux prévenir. Et justement, je pense que on voit bien la volonté via l'ANA de s'adapter là aux petites copropriétés. Vous l'avez dit, je crois que c'est un dispositif de 3 ans, hein, il me semble. Je pense qu'il y a besoin, autant en termes de connaissances, le répertoire aujourd'hui, les données ne sont pas ni complètes ni fiables, je vais le dire un peu brutalement, mais c'est ce qui nous est remonté, en tout cas ne permettent pas d'être des signaux d'alerte pour agir. Donc il y a certainement sur la question de la connaissance des améliorations à apporter via les différents registres, et, enfin le registre CoProf, enfin les outils qu'on peut avoir, pour que ça serve d'alerte et pour adapter les dispositifs d'action publique qu'on peut avoir pour être aux côtés des copropriétés en difficulté. Et je dirais aussi aux copropriétés, auprès aussi des maires, de l'Interco et des préfectures, parce qu'on sent très bien que quand ça fonctionne, quand ce trio fonctionne, ça fonctionne bien. Mais on sent aussi que les maires se disent peu informés et démunis autant qu'avec des moyens humains et sans, enfin, puisqu'il manque de moyens humains et de moyens financiers avec les services d'hygiène, voilà, ils n'arrivent pas à recruter. Enfin bon, il y a ce côté des communes. Les intercos ne sont pas évidemment toutes au même niveau en termes d'action sur ces questions-là, et le rôle de la préfecture dans le cas de ces actions a un effet moteur et je dirais de sensibilisation qui est important et aujourd'hui qui reste très, très inégal. Donc renforcer le service public de l'habitat pour faire face à cette dégradation des copros, moi je pense qu'on n'est pas loin d'une crise structurelle de la copro, enfin réellement, et aujourd'hui voilà. Je pense que, en tout cas, l'ambition de ce rapport, c'est d'apporter des recommandations, mais surtout de mettre cet éclairage sur un pan du secteur du logement qu'on connaît moins bien que le logement social, on va dire, enfin, et qui est moins suivi que le logement social. Je voulais vous poser, c'était un propos introductif, mais qui vous fera peut-être réagir. Je ne sais pas si on le partage. Je voulais vous poser la question sur les syndics. Les syndics sont... alors, ce n'est pas la commission d'enquête des syndics, évidemment, ce n'est pas le propos.
Et d'ailleurs, les rencontres qu'on a eues, les différentes auditions, ont montré combien le syndic professionnel pouvait être important quand il jouait bien son rôle, que parfois il était défaillant, mais combien il pouvait être un élément important, mais en même temps pas indispensable. Il y a des syndics bénévoles qui fonctionnent bien. Enfin voilà, tout ça est assez varié. Le Premier ministre avait parlé de la déréglementation des syndics lors de sa déclaration de politique générale. Je ne sais pas ce qu'il entendait et si vous pouvez nous éclairer sur ce point. Et également, nous avons eu des commentaires sur le rôle donc, des syndics, qu'il s'agisse de critiques, comme je l'ai dit, envers un rôle insuffisamment assumé de la part de syndics professionnels, voire bloquants, y compris, voire bloquants, certains maires, et d'ailleurs ça nous a été dit sur l'absence de transmission d'informations, donc bloquants, donc participant à une dégradation. Ils ne sont pas les seuls responsables, loin de là, mais participant par le blocage à accélérer la dégradation. Et parfois, par contre, les syndics bénévoles, eux, manquent d'expertise. Donc aussi peuvent amener à participer, à contribuer à une dégradation. Je voulais donc savoir comment est-ce que, sur cette question des syndics, est-ce qu'en termes de qualification, comment les pouvoirs publics peuvent accompagner pour que, en tout cas, que les syndics jouent davantage leur rôle, ou une réglementation qui permette de redonner cette confiance à laquelle les syndics aspirent à l'égard, redonner une confiance et un encadrement qui leur permette de ne pas, voilà, d'agir le plus efficacement possible. Et y compris pour les petites copropriétés, faut-il, par exemple, établir des contrats de syndic allégés pour leur faciliter l'accès à un syndic professionnel? Comment est-ce qu'on peut, en tout cas, redonner une place dans toute sa diversité au syndic, qui est quand même un acteur majeur de voilà, pour faire face à la dégradation des copropriétés. Donc c'est un peu, voilà, c'est une première entrée. Après ce constat, une première entrée sur le rôle des syndics, la déréglementation. Est-ce qu'il vous semble devoir aller vers un plus grand encadrement, une souplesse, enfin, pour qu'ils puissent, je pense, en tout cas, l'exigence de transparence du syndic à l'égard des autres partenaires, que ce soit les maires, les maires ou les administrateurs judiciaires, semble être un impératif pour agir, en tout cas. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, peut-être deux propos en réponse à votre interpellation. Sur le propos introductif, je partage ce que vous avez évoqué sur la nécessité de mieux faire connaître la situation des copropriétés, les droits et les devoirs de chacun, et les dispositifs d'accompagnement qui sont à disposition. Je parlais tout à l'heure effectivement de MaPrimeRénov' Copro, qui est un dispositif à destination des petites copropriétés. Pour être précis sur le sujet, nous sommes en commission d'enquête. En 2024, la cible que nous avons sur le MaPrimeRénov' Copro est de 25 000 logements rénovés pour l'année, avec un budget qui peut aller jusqu'à 216 millions d'euros. C'est la cible qui est fixée sur MaPrimeRénov' Copro. À date, nous avons 21 millions d'euros qui ont été déclenchés et 2800 logements à date qui ont été donc validés dans leur projet de rénovation, ce qui est donc inférieur au budget qui est proposé. D'où l'intérêt de faire connaître le dispositif, d'en parler, puisque nous avons des sommes sur la table, nous avons du budget, nous avons un dispositif qui existe et qui est à date, mais l'année n'est pas finie, sous-consommé par rapport à la cible que nous nous sommes fixés. Donc il y a bien une question de connaissance des dispositifs et puis de facilitation à la prise de décision des copros pour utiliser toutes les politiques publiques, qu'elles soient réglementaires mais aussi financières, pour accompagner les copros. Sur les points d'attention que vous avez soulevés, y compris sur les textes futurs que nous venons de voter ou qui vont bientôt, je l'espère, être votés. Vous avez parlé de la conversion de bureaux en logement et vous avez parlé de la vente de logements sociaux. Effectivement, dans le projet de loi que j'ai présenté sur le développement de l'offre de logements abordables, il y a une disposition qui prévoit de transférer au maire l'autorisation de vendre des logements sociaux, une autorisation qui aujourd'hui est à la main des préfets, que nous souhaitons décentraliser. Comme nous savons qu'elle peut potentiellement
interrogé, nous avons intégré un verrou à l'intérieur du dispositif dans le texte qui demande aux bailleurs de présenter le mode de gestion, BRS, gestion des équipements collectifs, copropriété. Et le maire a des outils pour éviter que la vente de logements sociaux, en tout cas à travers cet article, puisse mener au développement de copropriété. Je crois que le débat que nous aurons bientôt sur cet article permettra à la fois de réaliser cette ambition de décentralisation sur le sujet, tout en donnant aux maires des verrous qui permettent d'éviter de développer des copros dégradés. C'est déjà prévenu dans le texte initial, et puis j'imagine qu'on en discutera et que vous aurez des amendements sur le sujet. Sur la question des syndics, qui était votre question, je voudrais quand même rappeler que beaucoup d'entre eux font bien leur travail. Et donc je pense que c'est toujours important sur cette question à ce que quelques-uns qui sont défaillants n'emportent pas notre jugement global sur toute la profession et sur l'ensemble des syndics, parce qu'un grand nombre d'entre eux font correctement leur travail. Et donc, je sais que ça n'est pas votre intention, ça n'est pas la mienne non plus. Je ne clouerai pas au pilori une grande majorité de syndics qui font bien leur travail. Dans la loi que nous avons votée sur les copros dégradés, il y a des éléments qui concernent les syndics, puisque les parlementaires ont souhaité élargir la discussion et aborder ce sujet-là. Il y a donc des sanctions qui ont été posées sur les syndics défaillants. Il y a donc une logique de responsabilisation. Il y a aussi le renforcement des obligations de transmission d'informations de la part des syndics. Et il y a la création des syndics d'intérêt collectif. Donc le législateur, vous-même, mesdames, messieurs les sénateurs, ont décidé d'ouvrir ce sujet-là et d'ouvrir la question des syndics dans la loi coprodégradée qui a été promulguée il y a quelques semaines. Faut-il aller plus loin ? Il n'y a pas de fermeture du gouvernement sur le fait d'aller plus loin. Ça fait partie des objets qui peuvent être discutés ou que nous réfléchissons, mais à date, il n'y a pas d'objet législatif ou de véhicule législatif dans lequel nous avons intégré cette dimension-là. Le projet de loi que j'ai présenté sur l'offre de logement abordable ne contient pas d'accroche sur la question des syndics. Nous avons priorisé d'autres chantiers et d'autres réalisations, notamment pour réaliser pleinement la feuille de route du Premier ministre lors de son discours de politique générale. Je pense à la question de la loi SRU, je pense à la question de l'attribution des logements sociaux, et nous n'avons pas intégré d'accroche sur la question des syndics. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça peut venir à travers de futurs projets de loi ou de futures propositions de loi issues de travaux parlementaires. Il n'y a pas de fermeture, bien sûr, d'esprit sur le sujet. Mais voilà, on sort d'un cycle législatif, on a parlé des syndics à travers la loi coprodégradée. Et à court terme, je suis sur ce projet de loi d'offre de logement abordable que nous discuterons ensemble dans quelques jours, quelques semaines, et qui est sur une autre thématique. Mais très ouvert à vos propositions sur le sujet, tout en évitant, je le disais, de clouer au pilori une grande majorité de syndics qui font bien leur travail. Il faut tout de même le rappeler et l'avoir à l'esprit. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai vu donc deux doigts se lever. Alors, Monsieur Burgoa et ensuite Monsieur Lawedge. Merci. Oui, merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre, merci pour vos propos. Moi, j'aimerais revenir sur le permis de louer. Je crois que le permis de louer est un bel outil, justement, pour mieux contrôler la paupérisation des copropriétés. Mais ce permis de louer, me semble-t-il, n'est pas connu de tous nos élus, notamment des élus ruraux. On ne parle pas de petites communes ici, au Sénat, on parle des élus ruraux. Et notamment, pensez-vous qu'une campagne de communication à leur égard pour promouvoir ce permis de louer ne serait pas nécessaire de la part de votre ministère? Première question. Deuxième question, qui dit permis de louer, commune rurale, c'est le manque d'ingénierie de nos communes rurales. Est-ce que l'État ne pourrait pas pallier? Il y a une époque, dans les DTM, il y avait des services habitat conséquents qui pourraient permettre justement toute cette ingénierie. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement pour des communes rurales ou qui font partie de communautés de communes, petites communautés de communes, la DTM ne pourrait pas suppléer justement ce manque d'ingénierie des communes rurales? Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Permis de louer,
C'est un outil qui existe et la NCT est mobilisée pour accompagner les territoires dans le développement de cet outil-là, dans une optique de décentralisation pour les collectivités qui le souhaitent. Toutes ne souhaitent pas forcément développer le permis de louer. D'autant plus que, je le rappelle, il existe aussi des obligations de décence qui pèsent sur les propriétaires qui souhaitent louer, nationales, avec un décret d'essence qui a été passé et qui permet de fixer un minimum de conditions pour qu'un bien soit mis sur le marché. Si vous voulez, moi je suis pris entre deux feux sur la question. La volonté de certains de réguler beaucoup plus les mises en location et en même temps le manque cruel de location sur le marché. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver. Et je vous le dis, l'État a fixé des conditions à travers un décret sur la décence de ce qui peut être loué et ce qui, à l'inverse, ne peut pas être loué. C'est mon prédécesseur qui l'a fait à travers un décret. Les collectivités ont la possibilité de mettre un permis de louer. La NCT les accompagne. Mais faut-il aller plus loin dans la régulation et la restriction de mise sur le marché de biens en location dans le contexte actuel que nous connaissons? Et j'attire votre attention sur le fait que nous sommes sollicités également au ministère par de nombreux locataires qui cherchent à louer et qui ne voient plus d'offres du tout sur le marché. Des propriétaires qui voudraient louer mais qui s'inquiètent de ce qui peut arriver comme obligation supplémentaire les empêchant de louer et mettre en location à l'avenir. Et un marché qui est, encore une fois, qui est très déséquilibré entre une demande de location qui est très forte et une offre locative qui est faible. Voilà, donc je partage avec vous ces différentes contraintes, la volonté de laisser les collectivités librement s'administrer, développer des outils qui sont à leur disposition. La NCT fait le travail, elle continuera à le faire. Et la position du ministre qui doit à la fois veiller à ce qu'il y ait des décrets qui fixent des conditions d'essence fermes pour qu'on ne loue pas n'importe quoi, protéger les locataires, et le fait de faire attention à ce que le marché locatif ne s'effondre pas plus qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais partager en réponse à votre question, monsieur le sénateur. Juste, monsieur le ministre, vous permettez de dire qu'un maire rural ne connaît pas la NCT. Il faut en être conscient. Enfin, moi, je vois dans mon département, quand je les questions, excusez-moi, mais et qu'un maire rural, même pour aller taper à la porte d'un sous-préfet, je vous dis franchement, s'il n'est pas accompagné d'un parlementaire, notamment de son sénateur, il n'ira pas. C'est la réalité quotidienne de nos territoires et nos territoires ruraux. Ce sont des élus qui se gèrent eux-mêmes et que les dispositifs, le permis de louer, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire une grande campagne de communication. Les maires ruraux ne connaissent pas, la plupart, ce dispositif, parce qu'ils sont dans le cambouis et n'ont pas autre chose à penser. On n'est pas dans une commune importante où il y a des services qui sont là pour pallier tout cela. Donc, je pense que c'est la réalité. Je le dis franchement, la NCT qui fait son travail, mais dans la ruralité, ce n'est pas forcément connu. C'est cela. Monsieur le ministre, vous voulez réagir apparemment? Oui, souligner que je transmettrai ce déficit parfois, donc, notamment sur votre territoire, mais peut-être pas que, à Dominique Faure, qui est en charge du sujet de la NCT, tout en rappelant que la NCT fait un gros travail de terrain et qu'il y a aussi d'autres sources d'informations auprès des communes rurales. Je viens moi-même d'un territoire rural et d'un petit village en Eure-et-Loire, Saint-Martin-de-Nigel, et je veux saluer le travail, bien sûr, des sénateurs qui représentent les élus et les territoires, mais aussi de la MRF, les associations d'élus, et l'association des maires ruraux fait un travail d'information significatif auprès des communes rurales et des services de la préfecture et de l'État, bien sûr, notamment des sous-préfets qui sont en contact extrêmement régulier avec les petites communes pour leur montrer la totalité des dispositifs à leur disposition. Ils l'ont fait lors de France Relance, ils l'ont fait lors d'informations législatives dès que nous votons de nouvelles lois. Et donc c'est ce travail collectif que nous mettons en œuvre, et ensemble, hein, pas que État, mais avec les collectivités, avec les intercos aussi, qui ont un rôle au sein de l'interco pour accompagner ces communes rurales. Et j'entends tout à fait qu'il faut aller le plus loin possible dans l'information pour dire aux élus ruraux de petites communes, voilà les dispositions que vous avez, voilà les financements que vous pouvez aller chercher, voilà comment l'État, le PCI, les départements, les régions peuvent vous aider dans le montage de vos projets pour que le maire rural ne se sente pas isolé dans des territoires où effectivement la République doit être une et ensemble dans les territoires et dans tous les territoires, monsieur le sénateur.
et je rejoins en grande partie tes propos, hein, et surtout le sentiment en fait de solitude de nos maires. Et donc au-delà des outils, parce qu'on le voit au fur et à mesure de nos auditions, il y a des outils, il y a parfois des budgets, des outils qui sont méconnus. Moi je trouve que c'est plutôt dans la méthode, c'est l'aller vers en fait. C'est le fait de demander à nos services, à vos services, pardon, d'aller vers ces maires. Parce que connaissance ou pas, il y a surtout ça, c'est ce sentiment de solitude qu'ils peuvent avoir, encore une fois, dans la gestion de leurs problématiques. C'est Ahmed, je crois, qui voulait prendre la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail qui a d'ores et déjà accompli par la mission d'enquête présidée par Madame Gacquerre. Les échanges de qualité auxquels nous assistons sont enrichissants et nous permettent de faire avancer le débat. La question de la paupérisation des copropriétés est un sujet essentiel qui constitue un enjeu majeur, notamment pour les élus des territoires concernés par l'habitat indigne ou dégradé. Depuis 30 ans, les différentes lois qui ont été votées ont créé de nouveaux outils qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Ce qui est en cause, selon moi, ce n'est donc pas l'absence d'outils, mais la complexité de leur mise en œuvre et le fait qu'ils soient peu connus. En réalité, les outils existent, mais les projets prennent systématiquement du temps, ce dont les copropriétaires ou les locataires pâtissent les premiers. Monsieur le ministre, vous avez annoncé vouloir simplifier les procédures en proposant notamment un assouplissement de l'interdiction de louer des passoires thermiques, qui touchera des logements classés G à partir du 1er janvier 2025. Ceux classés en F en 2028 et ceux classés en E en 2034, soit en tout 25% du parc immobilier actuel. En février dernier, votre collègue de la transition écologique annonçait un changement de calcul du diagnostic de performance énergétique DPE, permettant de remettre en location 140 000 logements qui auraient dû être exclus au 1er janvier 2025. Si certaines fédérations de l'immobilier se sont réjouies de ces annonces, des associations se sont révélées plus sceptiques quant à l'efficacité de cette mesure, craignant notamment que les bailleurs ne reportent des travaux de rénovation énergétique nécessaires. Ainsi, Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, a estimé qu'il s'agissait d'un formidable cadeau aux propriétaires, puisque ça va remettre sur le marché des épaves thermiques. Monsieur le ministre, je m'interroge sur l'ampleur et la pertinence de ces mesures face à l'urgence de la situation. Il semblerait que les propositions actuelles ne constituent que des mesures limitées, alors qu'une véritable politique de logement serait nécessaire. Avez-vous défini un cap clair pour résoudre ces problématiques à long terme et pourriez-vous nous éclairer sur les prochaines étapes prévues? Je vous remercie. Merci Ahmed. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Sénateur pour votre question. Vous le rappelez, en février, aux côtés de Christophe Béchu, nous avons décidé d'appliquer une modification du calcul du DPE, mais uniquement pour les petites surfaces et uniquement sur le mode de calcul, notamment par exemple la question du poids relatif de l'eau chaude sanitaire par rapport à des petites surfaces. Nous étions alertés par des professionnels qui nous indiquaient que malgré déjà quelques travaux de rénovation, des petites surfaces, des petits biens se retrouvaient toujours classés F ou G de par le mode de calcul du DPE. Donc la réforme a constitué à modifier ce calcul et a permis à tous ceux qui ont un diagnostic de performance énergétique de rentrer sur le site de l'ADEME leur numéro et de voir quel est le résultat, avec dans l'objectif effectivement d'en sortir 140 000 de cette classification, pour éviter qu'au 1er janvier prochain, ces biens-là se retrouvent soumis à frappés de cette interdiction de mise en location ou lors du changement de locataire de mise en location. Parce qu'on veut éviter, encore une fois, dans un contexte où l'offre locative est déjà très limitée, de réduire encore plus l'offre locative. Parce que sinon, les candidats à la location ne trouveront plus rien. Donc c'est ça l'objectif. Et on l'a fait dans le cadre, bien sûr, du respect du DPE, qui n'est pas qu'un sujet franco-français, c'est un sujet européen, et qui est régi par des règles communes sur le sujet. Donc nous avons respecté à la fois les règles européennes sur la question du DPE et fait cette modification de calcul sur des petites surfaces et dans une ampleur assez limitée, mais qui tout de même évite à 140 000 biens de sortir du marché locatif. Vous avez parlé des assouplissements par rapport à ces interdictions qui sont prévues à partir de l'année prochaine. En réalité, le gouvernement a tenté de porter lors du projet de loi copro-dégradé un amendement visant à donner de la souplesse, non pas à tous les propriétaires, mais uniquement aux copropriétés qui pouvaient se trouver dans une situation de difficulté où on a des propriétaires de bonne volonté qui veulent faire les travaux, mais des règles de copro et de décision qui sont parfois un peu compliquées et qui font qu'ils n'ont pas eu le temps avant le 1er janvier de faire les travaux.
C'était un amendement de souplesse que nous soumettions à votre approbation lors du PJL copro-dégradé. Bon, il a été frappé d'irrecevabilité au Sénat et les députés Renaissance à l'Assemblée nationale ont décidé de le reprendre et d'en faire une proposition de loi qui sera examinée début juin sur le sujet et qui permettra probablement de donner un peu de souplesse, non pas à tout le monde, mais aux copropriétés où ils votent des travaux et du coup, comme ils ont voté des travaux, on veut leur donner cette souplesse et éviter que dès le 1er janvier, ils se retrouvent, j'allais dire, dans la nasse de la réglementation. Alors, bon, j'entends les critiques qui peuvent arriver des associations de locataires. Moi, ce que j'essaie de faire, et je veux le dire aux locataires, c'est d'éviter, encore une fois, une atrophie encore plus importante du marché locatif. Et je le dis à Eddy Jacquemart, tout comme je le dis à l'ensemble des organisations de locataires, et je le dis à l'ensemble des locataires eux-mêmes, et des candidats à la location. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à monsieur le sénateur quand il m'interrogeait sur le permis de louer. Plus on retire de biens du marché locatif, moins il y a d'offres pour les candidats à la location. Et plus les personnes qui feront la queue pour avoir un logement seront nombreuses. Quand il suffit d'interroger les agences immobilières à Paris ou ailleurs, hein, pas qu'à Paris, quand vous mettez l'annonce immobilière, vous avez des dizaines, pour pas dire des centaines de personnes qui tout d'un coup candidatent, vous avez la queue qui se forme, et en réalité, vous avez des conditions qui deviennent délirantes pour pouvoir louer. Bon. Et ça, c'est si l'agence met sur le marché, parce qu'en réalité, ça devient tellement, il y a une telle demande pour une telle offre restreinte, que vous avez des agences qui ne s'embêtent même plus à les mettre sur le marché et qui disent j'ai tellement de frais de gestion à avoir 100 candidatures qui arrivent qu'en fait on va fonctionner autrement, on va pas publier l'annonce. Bon. Donc c'est ça la situation dans laquelle on est. Donc plus on met des conditions restrictives à la location, moins on a d'offres et donc plus les candidats à la location se font concurrence pour pouvoir débaucher, enfin dégoter leur appartement. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Après, moi, ce que M. Jacquemart et d'autres pourraient m'accuser de donner trop de flexibilité, si j'avais dit on renonce à tout calendrier, comme certains veulent le faire, je lis attentivement les productions sénatoriales, y compris sur le sujet, mais la question du calendrier, moi, je ne l'ai pas touché, le calendrier. Et la proposition de loi à date des députés Renaissance ne vise pas à dire on renonce à l'obligation au 1er janvier. On maintient l'obligation. En tout cas, moi, je le souhaite, qu'on maintienne les obligations de rénovation sur chacune des étapes de calendrier. Qu'on donne de la souplesse à des situations de difficulté. Les copropriétés, les propriétaires de bonne foi qui, éventuellement, veulent faire la rénov, mais ne peuvent pas, parce qu'il y a des contraintes d'ABF, parce qu'il y a des contraintes physiques, parce qu'il y a des contraintes diverses et variées. Moi, je suis prêt à donner de la flexibilité à tous ceux qui, de bonne foi, veulent faire leurs travaux. Mais reporter le calendrier, là, pour le coup, ça serait un autre signal qui serait envoyé. Ça serait le signal de dire on renonce à nos objectifs de rénovation, vous enverriez le signal au propriétaire qu'en réalité, on ne tiendra jamais le moindre calendrier, et vous envoyez même ce signal-là à ceux qui ont déjà fait les travaux. Parce que mettez-vous à la place du propriétaire qui, depuis plusieurs années, déjà sait qu'il doit faire des travaux parce qu'il est en passoire thermique, a fait les travaux, a payé, a joué le jeu, s'est conformé à la réglementation pour être propre au 1er janvier et pouvoir continuer à louer. Et le signal qu'on lui enverrait si on décalait le calendrier, c'est de dire quoi? C'est en fait ceux qui n'ont pas fait les travaux qui l'emportent et au final vous renoncez par le calendrier. Mais la prochaine fois que vous me demandez de passer de E à D ou de D à C, mais comptez pas sur moi pour remettre encore un billet. Donc il faut faire attention à la logique de décalage de calendrier, parce que si on entre dans cette logique-là, effectivement, on envoie un signal aux locataires que, après tout, en fait, on renonce aux objectifs qu'on s'était fixés. On envoie au signal aux propriétaires qui ont fait les travaux, qu'en fait, ils auraient peut-être pas dû le faire et que, après tout, ils auraient pu laisser faire. Et on donne une prime à ceux qui, parfois, pas de bonne foi, n'ont pas fait l'effort de faire des travaux. Moi, ce que je préfère comme approche, c'est pas de décaler le calendrier, c'est donner de la flexibilité aux propriétaires de bonne foi qui veulent faire les travaux, mais se retrouvent empêchés de par des règles de copro, d'ABF ou de complexité particulière. Voilà un peu la logique, monsieur le sénateur, dans laquelle on est, celle d'un pragmatisme, en réalité, sur le DPE des petites surfaces, sur l'assouplissement potentiel pour des propriétaires de bonne foi qui veulent faire les travaux mais qui ne s'en sortent pas, mais tout en gardant quand même une ambition écologique forte pour les locataires, justement, et je relaye donc auprès des associations de locataires, pour qu'ils puissent bénéficier d'un appartement décent et qui ne dépensent pas de façon démesurée des centaines d'euros tous les mois en frais de chauffage parce qu'on est dans une passoire thermique. Donc il faut garder cet équilibre-là. Là encore, je suis en charge de tenir cette ligne de crête, monsieur le sénateur. Si vous permettez, juste sur ce point très rapidement, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. J'entends complètement votre raisonnement et finalement ce raisonnement pragmatique qui est de dire on a un calendrier, il ne s'agit surtout pas de renoncer encore une fois à nos objectifs, nos ambitions écologiques.
Mais justement, vous avez su faire preuve parfois d'agilité, et j'ai envie de dire, dans un contexte, nous sommes quand même dans un contexte très particulier, et je crois que le pragmatisme, c'est ça aussi. C'est de se dire, on ne bouge pas le calendrier, par contre, on l'adapte au contexte actuel. Donc, moi, je pars du principe que nos propriétaires sont de bonne foi, mais que si aujourd'hui ils ne le font pas, c'est pour... Vous savez, on a des territoires, et vous le savez très bien, dans lesquels les entreprises qui doivent intervenir ne sont pas forcément disponibles. Donc on a aussi... mais voilà, encore une fois, je pars de ce principe-là que ça ne dépend pas seulement de la volonté des propriétaires et que lorsqu'ils le souhaitent, parfois c'est compliqué, ne serait-ce que pour des questions de pouvoir d'achat. Et c'est en ça où notre proposition, elle ne portait pas sur le recul ou sur la déstabilisation de cet agenda auquel nous tenons, parce qu'on est tout à fait conscient, encore une fois, de cette exigence urgence écologique, mais pragmatisme et vous le savez, c'est dans 6 mois. 6 mois. Est-ce que vous pensez qu'en 6 mois, et encore une fois, l'idée, c'est peut-être de garder cette ambition, en décalant, en tout cas pour les logements G, à 2028, mais en accélérant, comme vous le faites, en continuant, en tout cas, à maintenir votre objectif d'amener les propriétaires, encore une fois, à rénover. Donc je vais, juste pour revenir à ce que vous dites, et reprendre, encore une fois, vos arguments. Pragmatisme à pragmatisme, et prendre en compte, encore une fois, le réel contexte actuel de crise du logement dans lequel nous sommes. Monsieur le ministre, et je donnerai la parole, excusez-moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas réagir quand même là-dessus. Je comprends, Madame la Présidente, mais je pense qu'on aura le débat lors du passage de cette proposition de loi quand elle arrivera au Sénat. Les députés vont faire leur travail et ensuite elle va arriver au Sénat. Voilà, moi je me dis que si on se dit on garde l'ambition, c'est probablement pas sur le calendrier qu'il faut bouger. Ça ne veut pas dire que je suis fermé à d'autres mesures pragmatiques. On peut imaginer plein de choses pour donner de la flexibilité. Je dis juste que je crains vraiment qu'un décalage de calendrier soit mal vécu par les associations de locataires, mais aussi par les propriétaires qui ont fait les travaux, qu'on envoie le signal que l'État n'est pas capable de tenir des calendriers à l'avenir, et donc on décrédibilise les calendriers futurs, parce qu'en vrai, en décembre 2027, on aura le même problème. On en aura d'autres qui disaient j'ai pas fait le bon travail. Bon, et donc je pense que le calendrier, encore une fois, est probablement pas la meilleure façon d'être pragmatique. Mais on en débattra quand la proposition arrivera. Mais je crois vraiment que c'est probablement l'option qui sera la moins efficace de tout point de vue dans les mesures de flexibilisation auxquelles je suis prêt à discuter sur tous les sujets. On peut parler de tous les sujets de flexibilisation, mais le calendrier, je crains qu'on envoie un signal. Et pensons, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, même aux propriétaires qui ont déjà vendu leurs biens en vue de ces obligations. Ils ont fait la transaction. Ils ont dit, moi, je n'ai pas envie de faire les travaux. Je considère que la législation va rester stable, qu'on ne va pas changer les règles en cours de route. Et donc, je vends mon bien. Non, mais des gens qui ont vendu leurs biens, ça existe. Et là, on va leur envoyer le signal, dire, en fait, vous n'auriez pas dû vendre. Vous n'auriez pas dû faire la décote. Parce qu'en fait, le calendrier, il ne tient pas. Donc, je pense même que ça envoie un signal au marché d'errement en termes de calendrier et de tenue des objectifs qui, à mon avis, pourrait avoir des impacts assez importants sur la perception des différents acteurs, côté locataire et côté propriétaire. Voilà. Tout en vous disant que je suis très ouvert à toutes les mesures de simplification autres que le calendrier. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Buis, et désolé. Pas de souci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre a déjà répondu en grande partie aux questions que je voulais poser. Moi, je suis interpellé régulièrement par des personnes qui sont propriétaires dans des petites copropriétés avec des bâtiments qui datent des années 60-70, avec beaucoup de travaux à faire. Et très souvent, en fonction de ces propriétaires qui ont un petit pouvoir d'achat, on n'arrive pas à dégager une majorité pour enclencher les travaux. Donc ça peut être bloquant, d'autant plus qu'on a aussi des propriétaires qui n'habitent plus là et qui ont loué les logements. Les locataires se plaignent parce qu'ils payent beaucoup de consommation électrique pour se chauffer ou autre. Il y a des travaux d'isolation qui ne sont pas faits. Aujourd'hui, on est en capacité de les accompagner, de les aider, mais même avec les aides, on a un blocage au niveau de la copropriété qui systématiquement refuse les travaux. Alors, quels outils pourrait-on disposer pour faciliter ces travaux lorsqu'on a un réel besoin, c'est avéré, mais on n'arrive pas à dégager une majorité pour pouvoir avoir un accord sur ces travaux. Donc là-dessus, on serait souvent démunis. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous mettez le doigt sur un vrai problème qui d'ailleurs a été évoqué lors du débat sur le projet de loi sur les copros dégradés.
Et c'est pourquoi la loi que vous avez élaborée, qui a été promulguée, prévoit un nouveau système de majorité, justement, pour faciliter le déclenchement des travaux, qui était probablement devenu trop complexe. Et donc, c'est une modification de l'article 24 de la loi de 65, qui permettra de faciliter le déclenchement des travaux grâce à votre action et à ce que vous avez voté au Sénat dans le cadre de cette loi. Et puis, deuxième élément de flexibilisation, on essaie de faciliter donc la décision. On va essayer aussi, là, justement, d'apporter des aménagements aux obligations de mise en location pour des copropriétés où il y a eu des difficultés à voter les travaux. C'est l'objet de la proposition de loi qui est portée actuellement à l'Assemblée nationale et qui, je l'espère, arrivera très bientôt au Sénat ensuite pour donner un peu de flexibilité à ces cas que vous évoquez de prise de décision difficile, de déclenchement de travaux que nous avons constatés, que nous constatons. Donc on partage ce constat, monsieur le sénateur. Merci. Madame la rapporteure, d'autres questions peut-être? Un commentaire. J'entends bien lorsque vous répondez sur le permis de louer ou voilà, tout ce qui peut, ces outils, avec votre objectif de ne pas entraver la location dans une crise du logement, d'agir avec pragmatisme. Mais la crise du logement impose aussi, je dirais, de protéger particulièrement nos concitoyens dans leur accès au logement et pour éviter le mal logement. On sait très bien que la crise, ceux qui s'enrichissent dans les moments de crise y ont toujours existé. Et cette crise du logement offre une perspective de profit à court terme à beaucoup. Voilà. Et donc pour éviter que ces prédateurs arrivent sur le logement, il faut aussi qu'on sécurise l'accès à un logement décent à nos concitoyens. Dans une situation de tension en termes, en effet, d'absence de logement, enfin de manque de logement, mais bon, à un moment donné, c'est aussi... Enfin, on ne va pas revenir, on n'est pas... Enfin, je pense que il y a largement... l'action gouvernementale et d'investissement sur la question de création de logements amène aussi à cette situation. Bon, on n'est pas obligatoirement d'accord, mais les bailleurs sociaux l'ont dit très clairement. Mais aujourd'hui, la crise, elle est là. Les prédateurs du logement sont présents sur le marché. Et nous, on doit, je pense, veiller à protéger nos concitoyens pour un logement digne et décent. Et le permis de louer est un outil pour y arriver. Et enfin voilà, tous ces outils qui permettent de détecter, sinon ils seront la proie de ces prédateurs. Donc je pense que justement, il faut d'autant plus avoir les outils efficaces pour détecter les risques de mal logement qui vont proliférer dans un moment de crise, comme ils prolifèrent déjà d'ailleurs. Moi, je voulais revenir sur une question qui est revenue très fortement lors des auditions, l'information préalable des primo-accédants. Et tout ce... Voilà. Aujourd'hui, on envoie, je le dis un peu de manière... on envoie dans la nasse, en fait, des gens qui n'ont pas... dont on sait qu'ils seront étranglés par les charges, par les remboursements, les banques, par les travaux à venir. Donc d'ailleurs, ça a été dit par le secteur bancaire sur la nécessité peut-être d'avoir le plan pluriannuel de travaux pour savoir vraiment pour vraiment faire une analyse fine des charges financières qui pèseront sur le ménage. Toutes ces informations sur le poids financier de l'accession, sur qu'est-ce qu'être un copropriétaire, sur les relations avec les notaires, sur les règlements de copropriété. Aujourd'hui, on voit que c'est un maillon qui manque, qui contribue à mettre en grande difficulté des ménages primo-accédants. Et la loi Allure avait prévu avait prévu cette information préalable. Le décret n'a jamais été pris. Aujourd'hui, comment vous envisagez d'intervenir sur ce maillon qui est essentiel sur l'information aux primo-accédants et une information, je dirais, utile et facilement appropriable et pas une information qui soit illisible. Voilà. Cette question de l'information, le décret de la loi Allure n'a pas été pris. Et on sait que c'est un moment extrêmement sensible. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, sur le premier point que vous avez évoqué, oui, il faut trouver le bon équilibre sur la
protection des locataires et des locataires vis-à-vis de la décence, des règles, évidemment. Et c'est d'où le décret décence, parce que la première des protections, d'ailleurs, c'est pas le permis de louer, parce qu'il n'existe pas partout, mais c'est des décrets qui permettent de fixer des obligations propriétaires en disant on ne peut pas louer en dessous d'une certaine superficie, hauteur de plafond, luminosité, etc., etc. Donc il y a un décret qui protège les locataires de n'importe quelle location. On ne peut pas louer n'importe quoi. Vous ne pouvez pas louer 2 mètres carrés en disant voilà, j'ai un appartement, je peux le louer. Donc c'est la première des protections, elle est là. Ce que je disais juste tout à l'heure, c'est que comme on est dans un contexte où il n'y a pas beaucoup d'offres locatives, il faut faire attention à ce que les velléités que je peux entendre ci ou là, de restreindre encore plus la capacité à louer, n'aboutissent pas à un effondrement encore plus important de l'offre locative, parce que qui en paierait le prix en réalité, ce sont les candidats à la location. Moins il y a d'offres sur le marché, plus les prix augmentent à la location, et plus vous avez de candidats pour une location, et vous avez le risque que beaucoup se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont pas d'offres locatives sur le marché. Donc c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. Il n'est pas simple à trouver. Vous avez la pression de tout le monde sur le sujet. Mais je dis juste que c'est notre responsabilité d'essayer de le trouver dans le contexte actuel. J'ajoute que sur la question qui vous intéresse plus des copropriétés, il y a encore une fois une responsabilité des copropriétaires. Il y a des procédures pour les copropriétés, y compris l'expropriation si besoin, puisque vous avez renforcé à travers la loi les procédures d'expropriation. Il y a les diagnostics de structure pour protéger quand il y a des doutes sur la solidité même de la copropriété. Et donc voilà, il y a des ambitions de responsabilité fortes à travers la loi que nous avons tous ensemble portée pour s'assurer qu'on résorbe l'habitat dégradé dans notre pays. Et on évite la prolifération de copropriétés encore plus dégradées. Donc voilà, je disais juste qu'il fallait trouver cet équilibre entre volonté de protection et besoin d'avoir le plus d'offres possible sur le marché. Et il y a d'autres axes qu'on développe en parallèle, hein, Madame la rapporteure, vous le savez, la question de la conversion de bureaux en logement en fait partie. Quand on a 4,5 millions de mètres carrés vacants de bureaux, il y a un moment, à Paris, en Ile-de-France, on a besoin d'encourager la mise en location pour avoir plus d'offres pour les locataires. Parce qu'à la fin des fins, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait de plus en plus d'offres pour les locataires, y compris en utilisant l'existant. Il y a la construction neuve, construction sociale, construction intermédiaire, construction libre, mais aussi l'utilisation de l'existant, la question des logements vacants. On aura probablement des débats fiscaux lors du PLF sur la question des logements vacants. Moi, j'y suis prêt, j'ai pas de tabou sur le sujet. Mais il faut utiliser les logements vacants. On a quand même 8% de logements vacants dans notre pays. On a la question des bureaux qui sont aujourd'hui vides, avec un marché qui est celui que vous connaissez sur les immeubles de bureaux, pousser et encourager la cession de ces actifs-là et leur transformation en logement. Mais on a un gisement de construction qui peut mettre plus d'offres pour les locataires, pour qu'ils puissent avoir le choix. Ce serait super de pouvoir avoir le choix. On n'en parle même plus aujourd'hui. Il y a tellement peu d'offres sur le marché qu'on n'en a même plus à se dire on a le choix de son bien. On essaye de prendre ce qu'on trouve parce qu'il y a tellement peu d'offres sur le marché que les candidats à la location font la queue dans les escaliers pour pouvoir visiter quelques maigres appartements qui se courent derrière. Donc voilà, moi je pense que la priorité des priorités là en ce moment à court terme, elle est vraiment sur ça pour les candidats à la location. Sur votre deuxième sujet, sur l'information sur les primo-accédants, la loi ajoute des informations sur l'état du bien. Nous avons fixé de nouvelles obligations d'information. Les banques font aussi le travail, par exemple sur les DPE F et G, elles informent sur les travaux les obligations qui vont peser sur les propriétaires qui achètent un bien qui est classé F et G. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt des banques de les informer, de leur dire qu'il y a potentiellement des travaux à prévoir, éventuellement de futurs prêts à faire, etc. Donc il y a un travail d'information qui est fait par les banques. Donc la loi oblige, les banques ont une obligation également. Et l'ANIL, je tenais à le préciser, qui est l'association nationale pour l'information sur le logement, donne énormément d'informations sur les droits et devoirs de chacun. Et je veux saluer tout le réseau national et départemental de l'ANIL, qui aujourd'hui fait beaucoup pour répondre à la fois aux locataires et aux propriétaires sur leurs droits et devoirs, et qui aide énormément de monde qui parfois vient franchir la porte en disant je suis dans telle ou telle situation, je galère, quels sont mes droits, quels sont mes devoirs. Et encore une fois, c'est une information de qualité qui leur est délivrée et qui est en plus actualisée en permanence avec tous les changements réglementaires et législatifs que nous votons. Et je tenais à saluer leur travail au quotidien. Voilà ce que je pouvais vous répondre sur le sujet. J'entends bien, Monsieur le Ministre, sur l'ANIL, on a pu les rencontrer. Et en effet, eux comme d'autres, et tout le tissu associatif aux côtés des copros, qui agissent pour que les copropriétaires, ou les futurs les copropriétaires aient connaissance de leurs droits. Mais
malgré le travail remarquable que peut faire la DIN, on n'est pas sur un caractère systématique que permettrait ce décret lié à la loi Allure qui n'a jamais été pris. Donc j'attire simplement l'attention qu'aujourd'hui, cette question de l'information est revenue de manière très forte, autant pour les futurs acquéreurs que pour, après, les copropriétaires sur la question de l'accès à l'information. Mais pour les futurs acquéreurs, aujourd'hui, ils ne se tournent naturellement pas, pas systématiquement vers la NIL. D'ailleurs, il n'y a pas, ou vers la DIL, il n'y a pas des permanences partout. Et ils n'ont d'ailleurs pas connaissance de ce réseau. Donc, il y a ce côté systématique qui serait bon et adapté, je dirais, en termes d'outils, qui serait bon de déployer. Monsieur le ministre. Oui, pardon, Madame la Présidente, c'était pour rebondir sur la question du décret. Pour répondre précisément à Madame la rapporteure, effectivement, le décret loi Allure sur le sujet n'a pas été pris. Et donc, je vais en discuter avec mon équipe, avec mon cabinet et avec l'administration pour voir dans quelle mesure la prise de ce décret pourrait favoriser l'information plus large. Je note votre alerte et je fais investiguer par mon cabinet, par l'administration sur le sujet. Et je reviendrai en dehors de la commission d'enquête vers vous pour vous donner un peu le résultat de nos travaux sur le sujet. Mais merci de l'alerte. Peut-être et certainement d'ailleurs, je vais me permettre de vous poser une question sur les marchands de sommeil, le phénomène de marchands de sommeil. Ce qu'on a bien identifié aujourd'hui, c'est qu'ils sont présents dans le processus de paupérisation des copropriétés. Ils ne sont pas forcément les déclencheurs du phénomène, mais par contre, dès qu'une copropriété se fragilise, ils entrent justement dans la copropriété et accélèrent la dégradation ou la paupérisation de la copropriété. Est-ce que vous menez actuellement une réflexion justement sur les outils ou législatifs ou réglementaires sur ce phénomène, sur la possibilité en tout cas d'empêcher ces marchands de sommeil soit d'entrer ou soit de prospérer dans ces copropriétés déjà en difficulté ? Madame la Présidente, sur la question des marchands de sommeil, là on est plutôt dans la phase de mise en œuvre de ce que vous avez voté dans le renforcement des sanctions sur la question des marchands de sommeil et donc dans le suivi des actions en justice qui vont du coup être menées vis-à-vis de ces marchands de sommeil. À ce stade, je n'ai pas lancé de chantier spécifique pour les prévenir d'entrer au-delà de ce que la législation actuelle prévoit. Je rappelle toutefois que si on parle d'entrée de façon illicite, si c'est le sens de votre question, c'est-à-dire des personnes qui éventuellement rentreraient de façon illicite dans une propriété et la sous-loueraient ensuite derrière ou la loueraient de façon illicite, il existe une loi que nous avons évaluée, que nous avons examinée, que nous avons votée, qui est la loi pour lutter contre l'occupation illicite des logements, que j'ai portée à l'Assemblée nationale et qui a ensuite été promulguée le 27 juillet dernier et qui prévoit des procédures accélérées en cas d'introduction illicite dans un logement, potentiellement suivi ensuite soit d'un squat donc ou d'une location frauduleuse ou d'une sous-location, avec déjà des peines de prison et des amendes qui sont prévues. Donc cette procédure-là qui passe par le contrôle du préfet et en dehors du circuit judiciaire classique permet plus rapidement de se saisir des cas où vous auriez quelqu'un qui rentre dans une propriété par des voies de fait, menaces, manœuvres ou contraintes, s'y maintient soit à titre personnel, soit ensuite fait de la sous-location en prétendant qu'il est lui-même le propriétaire et le loue à des personnes fragiles, sans papier ou que sais-je. Donc la prévention la plus forte, c'est de dire quand on a une introduction dans un lieu de quelqu'un qui est mal intentionné, déjà c'est un délit, on a renforcé les sanctions sur le sujet, mais on a aussi une procédure qui permet de les sortir le plus vite possible pour éviter que soit ils y restent alors que c'est pas leur propriété, soit qu'ils le sous-louent à des personnes voilà. Donc ça c'est le suivi de la loi. J'ai demandé, pour être très franc, un suivi très précis des expulsions réalisées dans le cadre de l'application de la loi anti-squat, loi Casbarian, loi contre l'occupation illicite des logements au préfet. Nous avons fait une circulaire avec Gérald Darmanin et avec Éric Dupond-Moretti que nous avons envoyé au préfet. Nous souhaitons avoir un maximum de statistiques pour justement mieux suivre sur le terrain ce type d'entrée et d'occupation illicite de logements. On aura dans les semaines qui viennent les chiffres, je l'espère d'ici le premier anniversaire de cette loi, pour pouvoir rendre compte des effets sur les procédures
d'interruption et d'expulsion d'occupations illicites, qui sont encore une fois des phénomènes qui existent dans notre pays. Vous avez des personnes qui rentrent dans des logements et qui ensuite s'y maintiennent, ou parfois même le sous-louent de façon frauduleuse, en prétendant qu'ils sont les propriétaires des lieux, et qui ensuite accélèrent la dégradation de ces copropriétés. Vous avez un certain nombre d'affaires qui souvent reviennent dans l'actualité. Et chaque fois, je suis avec grande attention, et nous demandons au préfet à la fois des comptes sur comment est-ce qu'ils appréhendent ce phénomène, des statistiques, le respect des délais qui sont fixés par la loi, et une action bien évidemment rigoureuse, ferme et sans hésitation sur le sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je me tourne vers mes collègues pour savoir si vous avez d'autres questions, Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres éléments à nous apporter, nous reste à vous remercier très sincèrement pour toutes vos contributions, pour ces échanges. Vous précisez que nos travaux arriveront au terme, fin juillet de cette année, mais que nous présenterons probablement notre rapport un peu avant. Et nous serons très heureux de, pourquoi pas, vous le présenter, puisqu'il s'agit d'un rapport sur un sujet dont on parle finalement assez régulièrement, mais assez peu, avec les angles que nous avons abordés et sur lesquels nous souhaitons en tout cas aller plus loin en termes de propositions. On serait donc heureux de vous présenter pour le voir suivi d'effets, voilà, sur les prochaines initiatives législatives ou réglementaires. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous.